RFM Midi. RFM Midi. Il est 12 heures partout au Sénégal, l'heure du grand journal de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, l'attente des résultats de l'autopsie du corps de Bassirou Diop, un des gardes du corps de Barthélémy Diaz, arrêté lors de la campagne électorale. L'examen a lieu ce matin à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Également au sommaire, la mobilisation des communautés impactées par l'exploitation des sables minéralisés et des phosphates dans les régions de Thiès et Louga. Dans leur ligne de mire, les ICS et GCO. Nous reviendrons sur la crue exceptionnelle du fleuve Sénégal il y a quelques semaines, des inondations qui n'ont pas donné lieu à des épidémies. C'est le bilan que tire le ministre de la Santé. À suivre notre dossier sur les présidents de la République qui reviennent au pouvoir après avoir été battus quelques années auparavant à l'élection. Et puis, nous parlerons également de la participation du président Bassirou Diomaye Faye à un forum de haut niveau au Qatar où il a rencontré non seulement un cadre de Goldman Sachs. Nous verrons les relations troubles entre cette banque et plusieurs pays. Et puis, il y a rencontré également Karim Meïssa Wade. Nous reviendrons là-dessus. Dans notre rubrique Point de vue, nous aborderons la question de la lutte contre la corruption au Sénégal à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la corruption, à la mise en onde de ce journal. Abdoulaye Diop. Le corps de Bassirou Diop, un des éléments de la sécurité de Barthélémy Diaz, a été transféré ce matin à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. C'est pour les besoins de l'autopsie. Ce garde du corps du maire de Dakar est décédé samedi en détention à Saint-Louis. Il faisait partie des 81 personnes arrêtées après les violences lors de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre dernier. Le verdict de leur procès est attendu le 6 janvier prochain. L'audience en flagrant délit s'est tenue lundi dernier au tribunal de Saint-Louis. Restons avec Barthélémy Diaz. 3 jours après sa radiation de la liste des députés de la 15e législature, l'édile de Dakar va faire face à la presse cet après-midi à l'hôtel de ville. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions. Autre aspect de l'actualité, le CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, a introduit devant la Cour suprême des recours pour demander l'annulation des arrêtés du ministre de la Communication relatifs à la publication de la liste des médias conformes au Code de la presse. Le patronat de presse parle d'abus de pouvoir et de menaces sur la liberté de la presse. Écoutons le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, au téléphone avec El Hadji Ndiogou Diène. Il s'avère que ce délai de 112 était y compris pour les médias qui s'étaient enregistrés et auxquels le ministère a envoyé des notifications pour compléter leur dossier. Le seul problème, c'est que ces notifications-là, certaines sont arrivées très tardivement, à savoir le jeudi et le vendredi. Et le vendredi déjà, donc le délai était arrivé à terme. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation où le ministère de la Communication, au lieu de simplement enregistrer les médias, et les entreprises de presse arrogent le droit de manière illégale de déclarer quelle entreprise de presse ou bien quel média est légal. Et c'est pourquoi nous avons attaqué ces décisions unilatérales prises par le ministère de la Communication. Vous avez attaqué, c'est-à-dire que vous avez déjà introduit un recours? Absolument. Il y a déjà 2 arrêtés pris par le ministre de la Communication en date du 29 juillet 2024 et en date du 4 octobre 2024. Mais il y a d'autres actions en justice que nous allons intenter également. Parce que, encore une fois, il n'est pas du ressort du ministre de la Communication de déclarer quel média ou quelle entreprise de presse est légale ou non. Cela va bien au-delà des compétences du ministre de la Communication et la Constitution du Sénégal, pour préserver justement la liberté de presse, a affirmé dans son article 11 que la création d'un média n'est soumise à aucune
12h05. Pas de cours ce matin au lycée Koumando Fendjouf de Fatick. Les élèves ont décrété 48 heures de grève renouvelable. Ils dénoncent le manque de professeurs de français et d'histoire. Les grévistes réclament aussi des toilettes praticables et un terrain de handball en bon état. Aminata Goudiaby. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en grève, voilà. Certains rebroussent chemin, d'autres qui étaient déjà en classe ont été délogés à 8 heures passées seulement de quelques minutes. Ces deux élèves de première ignorent les raisons de cette grève. Nous avions cours au laboratoire. D'un coup, nous avons entendu du bruit et c'est là qu'un des profs est venu nous dire qu'il y avait un mouvement d'humeur. Nous faisions un cours de français. Des élèves sont venus nous déloger. Ils ont fait une déclaration, mais je n'ai rien entendu à cause du bruit. En jean et en vêtements chauds, Valérie Préra marche sur les allées du boulevard, accompagnée par quelques camarades de classe. Elle a suivi, elle, la déclaration des meneurs de cette grève. Ils disent qu'il y a beaucoup de problèmes au lycée, des problèmes de toilettes, aussi le terrain de handball. Il est un peu dans un mauvais état, c'est pour cela qu'ils font la grève. Et aussi, il y a certains élèves, jusqu'à présent, ils ne font pas certaines matières à cause d'un manque de professeurs. Quelle matière, par exemple? Il y a par exemple le français. Là, ils ont décrété combien de jours? Ils ont décrété 48 heures. Awassar est en terminale. Depuis l'ouverture des classes, on a remarqué que quelques profs sont orientés dans d'autres régions. Et depuis lors, on n'a pas encore renouvelé des profs. Quels sont les profs qui manquent? Des profs de français et d'histoire-géographie. Cet autre élève de terminale est inquiète, mais la grève de 48 heures décrétée par ses camarades du lycée se justifie selon elle. C'est un peu difficile, mais bon, c'est avec des raisons. Parce qu'il y a des élèves de terminale, surtout des élèves de terminale L, qui n'ont pas jusqu'à présent de prof de français. Aller en grève au mois de décembre devient une habitude au lycée Koumando Fendjouf de Fatick. Des enseignants y voient une volonté manifeste d'anticiper les fêtes de fin d'année. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Et puis revenons sur cette polémique autour de la rebaptisation du lycée de Koki. Des membres de la famille de Feu Sakoki Ndiaye réclament justice dans cette affaire. Ils estiment notamment qu'ils sont dans la légitimité. Fatih Baladiop porte leur parole. Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse. La voici au micro de Nafissatou Ndiaye. Nous sommes venus ici pour éclaircir la situation qui prévaut aujourd'hui à Koki même. Une situation très déplorable concernant le baptême du lycée de Koki sous le nom de notre digne père Elhadji Sakoki Ndiaye. Donc on contesté sa dénomination. Ils ont dit que ce n'est pas valable. Alors, ce sont des blabla, alors que c'est faux. Le dossier est passé par le conseil départemental de Louga, par le conseil municipal qui ont voté tous à l'unanimité, sauf un du conseil départemental qui ont approuvé. Il est passé par le conseil des ministres. Donc, le dossier, il est valable. Et au même jour, il y avait 6 approbations. Moi, je me demande pourquoi on a choisi tout simplement le lycée de Koki pour contester. Toutes ces dénominations ont été valables. Pourquoi choisir donc la dénomination de Koki pour dire que c'est pas valable? Il m'a d'accord à cette célébration tant attendue et déplore donc cette contre-vérité. Par élégance, une nomination ne s'arrache pas. RFM, la radio de toute l'actualité. Les récupérateurs de la décharge de Mbebes se disent désemparés suite à l'annonce du démarrage au mois de janvier prochain des travaux de réhabilitation du site par la directrice du Promoged. Le projet a empiré leurs conditions de travail et a mis en danger les milliers d'emplois de la décharge. Les récupérateurs demandent donc le financement de leur coopérative et la révision du Promoged. Aminata Ba. Surprise et inquiétude sont les sentiments les mieux partagés chez les récupérateurs de la décharge de Mbebes. C'est suite à l'annonce du démarrage des travaux de réhabilitation du site au mois de janvier prochain, faite par la directrice du Promoged. Aruna Niasse, président de l'association des récupérateurs de la décharge de Mbebes. C'est une grande surprise des récupérateurs d'avoir entendu ça. La réhabilitation de la décharge, on n'est pas contre, mais c'est que le projet doit rassurer le travail des milliers de récupérateurs qui sont ici dans la décharge. Or que tel n'est pas le cas. Il y a beaucoup de pertes d'emplois qu'on voit actuellement. Il y a aussi beaucoup d'accidents qui sont ici à la décharge de Mbebes. Une fermeture partielle de la décharge est prévue et plus de 300 occupants recensés seront déplacés. Leurs tentes de fortune vont être également détruites, selon Mohamedou Ouad, secrétaire général de l'association des récupérateurs.
mais ils ne comptent pas quitter les lieux sans des mesures préalables. Il y a plus de 2000 récupérateurs qui doivent être déplacés. Le nouveau site se trouve dans la décharge, mais il n'est pas aménagé. En plus, les responsables du Promojet n'ont rien dit sur les conditions dans lesquelles ils vont nous déplacer. Et s'ils ne réagissent pas, nous n'allons pas bouger. La sauvegarde des emplois et la révision du projet de réhabilitation de la décharge sont nécessaires, d'après Aruna Niasse, président des récupérateurs. C'est de vraiment venir en secours des récupérateurs à la coopérative qu'ils ont mis en place pour vraiment préserver ces milliers d'emplois qui sont ici. Parce qu'on sait que le projet ne pourra pas embaucher plus de 1000 récupérateurs. Nous appelons à l'État et l'ensemble des bailleurs qui financent le projet à la révision de ce projet Promojet. Les récupérateurs de la décharge de Mbobos déplorent également leur non-implication dans le processus. Ils indexent les responsables du Promojet. Aminata Bakr Massar, Radio Média. Alors maintenant, à Mboro, Daroukoudos, Taïbandiaï, entre autres villages impactés par les industries chimiques du Sénégal, des villages délocalisés, des hectares de champs dévastés. Les populations riveraines se sont réunies à Mboro pour diagnostiquer le mal. Elles demandent à l'État d'intervenir. Reportage Cheikh Anta Diop. ICS Mboro, les opérations minières continuent de rester un casse-tête pour les populations riveraines malgré les promesses des autorités des industries chimiques du Sénégal. Les habitants de Mboro, Daroukoudos, Taïbandiaï, Nomour, Gadongomen, Toben se sont réunis ici à Mboro pour exiger de l'État l'augmentation du taux d'indemnisation des impenses. Demba Fall Diouf est le président du réseau national des personnes affectées par les opérations minières. Parce que la loi sur les indemnisations, c'est l'État du Sénégal qui a créé cette loi. Les taux d'indemnisation sont vraiment faibles par rapport aux pertes que nous subissons. Si je vous dis qu'aujourd'hui, un pied de manguier productrice peut vous donner au bas mot entre 150 000 et 200 000 l'année. Aujourd'hui, on nous indemnise ce pied de manguier-là à 50 000 francs pour toute une éternité. Donc ça, c'est une grande difficulté. En plus, on perd le foncier là où nous faisions nos cultures vivières. C'est vrai que l'exploitation minière a son importance sur le plan économique, pour le pays, mais nous les communautés qui sommes là. Pour Fossari Ndiaye, membre d'Omboro SOS, des dispositions sont prises pour améliorer les relations entre cette entreprise minière et les populations locales. On l'a dit par exemple, c'est consacré par l'article 25 de la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Les populations impactées ont diagnostiqué les contrats signés par les ICS. Des recommandations ont été faites pour une éventuelle discussion sur le contrat en cours. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Toujours dans ce chapitre, le maire de la commune de Djokul Djawrigne dans le département de Kébémer hausse le ton. Il met en garde les agents de GCO qui, selon lui, continuent de détruire la zone des Niayes à travers l'exploitation du zircon. Les activités qui y sont pratiquées commencent à mourir à petit feu, d'après Goragaï. Ce dernier invite le gouvernement à la renégociation du contrat de GCO. Nous l'écoutons au micro de Nafissat Ndiaye. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça, c'est la Constitution du Sénégal qui le dit clairement. Elles n'appartiennent pas à l'État, elles n'appartiennent pas à une société. Et je cite textuellement les propos du ministre Birame Souleye Diop. En 2023, GCO, c'est 180 milliards de chiffre d'affaires. C'est 68 milliards de bénéfices. Et c'est 0 francs investis dans les communes et les communautés. C'est scandaleux. Et ce qui est sûr et certain, c'est que 2024, ils feront mieux. Et jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont rien fait, ni pour les communautés, ni pour les communes. Et je suis même sidéré. Dans leur habitude à nous vendre des rêves, ils ont ce fameux projet-là qui appelle projet à impact. Nous, leurs croyants, on a participé au processus de validation de ce projet-là. Ils ont présenté le projet, ils disent, je répète leurs mots, nous avons besoin de faire cette formation-là avant la fin 2025 parce que le budget était déjà programmé. Je leur ai dit, nous ne pouvons pas être pour faire valoir, pour exécuter un budget. Cette formation-là, elle n'est ni pertinente, ni opportune, et ce n'est pas le moment de le faire. C'est une formation en gestion des entreprises. Quelle entreprise ils vont gérer? Et ils ont joué sur la souffrance des gens pour leur faire miroiter des remboursements de transport des perdiums. Cette société-là, elle nous a pris nos terres, nos cultures, nos traditions, notre désert, nos activités de subsistance. Elle a même déterré nos morts. Elle nous a pris notre dignité. Je vais juste conclure en demandant, sinon même en suppliant son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre en charge des mines, de revoir complètement le contrat qui le lie avec l'État du Sénégal, en prenant en compte les communautés et les communes. Nous ne voulons pas de RSE. Sur l'eau, nous pouvons dire adieu à la souveraineté. Goragaï, le maire de la commune de Djokul Djawrigne dans le département de Kébémer, s'exprimait en marge d'une conférence de presse organisée dans sa commune. Allons à Matam maintenant, où le ministre de la Santé
a tiré le bilan des inondations de ces dernières semaines dans la région de Matam. Il se réjouit de la mobilisation par le gouvernement de toutes les ressources pour sauver la zone d'une catastrophe sanitaire parce que malgré la crue exceptionnelle, les dispositifs de veille et d'intervention ont permis de parer à la recrudescence des maladies à forte capacité de contamination. Ali Bandelian. Si la gestion des inondations à propos des secours et l'assistance ont été fortement décriées, la couverture sanitaire, elle, s'est bien assurée. Malgré l'envahissement des eaux de la crue exceptionnelle vers toutes les localités du Dandemayo, la surveillance épidémiologique a fait ses effets. En dehors de quelques cas de paludisme et de diarrhée chez les enfants, aucune épidémie dans la région de Matam. Tirant le bilan des opérations, Ibrahim Assi, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, salue la mobilisation par le gouvernement de toutes les ressources nécessaires. La maîtrise de la situation est le résultat de plusieurs actions combinées. La première action a consisté à mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique des maladies vectorielles à travers un mécanisme de détection précoce. La deuxième action a consisté à mettre en place des actions de sensibilisation de masse sur les risques d'apparition des maladies à transmission vectorielle. La troisième a consisté à mettre en place un système de traitement des hôtes larvaires potentiels par les services d'hygiène. La quatrième action a consisté à distribuer des moustiquaires imprégnés. La cinquième a consisté à mettre à disposition des kits de traitement de l'eau. Pour moi, c'est le lieu de remercier toutes les équipes du ministère de la Santé, notamment pour leur mobilisation. Malgré ces acquis, le ministre de la Santé ne compte pas lever le dispositif sur le terrain. Ibrahim Assi s'exprimait à Bokidjawe en marge d'une cérémonie de réception de médicaments et du matériel médical. Un geste de l'association 109 à l'endroit des handicapés moteurs de Matam, de Podor et de Bakel. Matam, Ali Bandelian, RFM. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Plus d'une semaine, depuis plus d'une semaine, donc, la foire a ouvert ses portes, mais le constat ce matin est qu'il n'y a pas d'affluence, selon les exposants qui déplorent en même temps le manque de communication de la part des autorités du CICES. Reportage au Mokalsoumli. Code Diop est commerçante. Depuis plus d'une semaine, elle s'est installée au pavillon orange où elle expose des vêtements de tout genre. La vendeuse souligne le manque d'affluence noté cette année. On peut dire que le pub ça passe pas. Ouais, les week-ends ça va franchement. Il y a beaucoup de monde et aussi on va bien. Mais maintenant, je vois que surtout le week-end qu'on sort, il y avait trop de monde, franchement. Si les étrangers aussi, ils sont là, franchement. Madame Ndiaye, la quarantaine, est à la foire ce matin pour visiter les stands et faire quelques achats. Elle déplore également l'atmosphère morose qui règne sur les lieux. Une semaine, j'étais là. J'ai pas vu beaucoup d'affluence. Je suis allée à 2 pavillons, pavillon vert et pavillon orange. On m'a dit que d'attendre vers 11h. Donc, c'est un peu bizarre à mon niveau. L'affluence n'est pas comme d'habitude. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas d'affluence. Donc, peut-être que les gens ont aussi domicilié la foire parce que ceux qui se trouvent dans la foire, on les trouve dans les marchés. Les commerçants du marché Sandaga, Tilien et tout ça là qui viennent. Les étrangers, on les trouve en ville. Donc, c'est peut-être ici ça. Au pavillon Maroc, les visiteurs font le tour des stands. Maudou Lamine, venu acheter des tenues marocaines pour les revendre, se dit satisfait de l'organisation de la foire cette année. Mais ala bi mom rafet na torop macha Allah foire mom o deug yalla mom nin ko organiser bi yon mom rafet na torop te et puis tamit chamber bi comme nous daan beuré non puis yon gaay tek nañ ko ci organisation bu rafet. La 32e édition de la foire internationale se tient du 28 novembre au 15 décembre. Les exposants rencontrés espèrent écouler leurs marchandises d'ici la fin de l'événement. On apprend à l'instant que dans le procès en appel de la dame Dieynaba Ndiaye, elle a bénéficié d'une liberté provisoire. Le procès en appel, c'était ce matin à Dakar. Dieynaba Ndiaye, c'est la jeune dame incarcérée après une plainte de son ex-mari Alioune Badara Mbaké, le médecin-chef de Matam, pour diffusion de données à caractère personnel.
12h, bientôt 20 minutes au Ghana. On attend toujours les résultats officiels de la présidentielle de samedi dernier, mais les lourdes tendances ont montré que l'ancien président John Dramani Mahama a remporté l'élection. C'est le dernier cas en date d'un retour au pouvoir par des élections d'anciens chefs d'État. Comment comprendre ce retour aux affaires? Faut-il écarter ce cas de figure au Sénégal? Réponse dans ce dossier réalisé par Anna Rocha. Après Lula au Brésil en fin 2022, il y a eu Donald Trump aux États-Unis, réélu président le 5 novembre 2024. Mais le cas le plus emblématique est celui de John Dramani Mahama au Ghana. Cela reste des cas minoritaires, souligne le docteur Giliabi, analyste politique et président des think tanks citoyens Wati. C'est vrai que cela peut arriver et cela ne peut arriver que dans les pays dont les constitutions permettent à des chefs d'État de revenir, d'être à nouveau candidats. Et ça dépend aussi du nombre de mandats qu'ils ont effectués avant. Donc chaque pays, chaque constitution définit généralement les règles pour être candidat. Et bien sûr, la dernière condition, c'est la condition politique, puisque ce sont des présidents qui sont revenus au pouvoir par les urnes. Et donc parce qu'ils n'avaient pas laissé un bilan extrêmement négatif, sinon il aurait été extrêmement difficile qu'il gagne à nouveau une élection. Ce retour aux affaires d'anciens présidents déchus est un phénomène assez révélateur, estime Bassirou Diallo. Il est étudiant en Master 2 en droit public et relations internationales à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Premièrement, c'est un phénomène d'une brûlante actualité et deuxièmement, c'est un phénomène assez révélateur parce qu'il n'est pas dans une situation à la limite globale. C'est une situation à la limite globale de chamboulement des principes de base, de principes, j'allais dire, qui ont été à la base de la compétition électorale et qui ont alors prévalu et au terme desquels ceux en tout cas à qui on avait confié les rênes du pouvoir n'y sont généralement plus éligibles ou ne sont plus intéressés à revenir en tout cas au pouvoir. Et la raison pour laquelle on ne peut plus faire des prédictions à toutes ces questions-là, parce que souvent, les conditions dans lesquelles ces anciens chefs d'État quittent le pouvoir à la suite de propositions nouvelles, à la suite de forces nouvelles, à la suite de nouvelles offres politiques, d'idéaux nouveaux revendiqués par certains leaders politiques. Et maintenant, ce cas de figure peut-il être possible au Sénégal? À court terme, non, mais à long terme, peut-être que oui. Docteur Giliabi. À nouveau, les contextes sont déterminants et donc on ne peut rien exclure. On ne peut rien exclure à moyen terme. Alors à court terme, au Sénégal, on a vu le président Macky Sall, dont le camp a été battu lors de l'élection présidentielle, revenir dans l'espace politique très vite. Je pense que ça aussi c'est assez inhabituel, mais je crois que les résultats des élections législatives ont montré en tout cas qu'à très court terme, il n'y avait pas de souhait de voir le camp de l'ancien président Macky Sall jouer un rôle majeur. Dans cette nouvelle situation politique qu'on traverse, rien n'est à exclure, selon Bassirou Diallo. Il ajoute que tout dépendra du bilan des nouvelles autorités et du sort qu'elles réservent au président Macky Sall. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Nouakchott abrite depuis ce matin une conférence continentale sur l'éducation. L'événement est organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et l'UNICEF. Le thème « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle ». La conférence organisée sous la présidence du président Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, réunit des chefs d'État, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, le Rwandais Paul Kagame, des décideurs politiques ainsi que des acteurs de la société civile et du secteur privé. Dans le monde de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, grève illimitée dans tout le secteur de l'enseignement supérieur à compter de ce lundi. Un mot d'ordre décrété par le réseau des associations des professeurs d'université et instituts supérieurs du Congo. Les enseignants revendiquent notamment une revalorisation de leur salaire. Burkina, Jean-Emmanuel Ouédraogo a formé hier son gouvernement. 24 heures après sa nomination au poste de Premier ministre, un
un gouvernement de 24 membres. La majorité des ministres provient de l'équipe précédente et plusieurs figures clés ont été reconduites à leur poste. Khalisila. La majorité des ministres proviennent de l'équipe précédente dirigée par Apollinaire Kielem de Tambela, où Ouedraogo fait le poste de ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Parmi les ministres reconduits figurent notamment Émile Zerbo, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, le commandant Ismaïl Sombi, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, et Aboubakar Nakanabo, ministre de l'Économie et des Finances, conservent également leur poste. Le commissaire divisionnaire de police Mohamedou Sana a également été reconduit en tant que ministre de la Sécurité, un secteur essentiel dans le cadre de la lutte contre les groupes armés au Burkina Faso. Le gouvernement voit aussi l'entrée de nouvelles figures telles que le chef d'état-major général des armées, Célestin Saint-Port, au ministère de la Défense, et Gilbert Ouedraogo, responsable de la communication de la présidence du Faso, nommé porte-parole du gouvernement. Le commandant Pélagie Kaboré prend quant à elle la tête du ministère de l'Action humanitaire. La surprise de ce remaniement est le départ de l'emblématique ministre d'État en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, remplacé par le secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré. L'épidémie de Mpox, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique. Test développé par la start-up de biotech marocaine Moldiag, le fabricant marocain a obtenu en novembre l'autorisation de distribuer ces tests Mpox auprès des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le mois dernier, Moldiag a commencé à accepter des commandes en provenance des pays d'Afrique de l'Est, proches de l'épicentre des épidémies. Selon AIP, des tests sont d'ores et déjà vendus à $5 l'unité au Sénégal et au Nigeria. L'actualité hors du continent en Afrique, Emmanuel Macron a repris ses consultations ce lundi après la censure de Michel Barnier. Le président français, qui doit nommer au plus vite un nouveau premier ministre, doit recevoir tour à tour les députés indépendants au Lyot, puis les chefs des écologistes amenés par Marine Tondelier, suivi des communistes autour de Fabien Roussel. La guerre au Proche-Orient, 4 soldats israéliens tués dans le sud du Liban. Première perte dans les rangs de l'armée israélienne depuis l'entrée en vigueur le 27 novembre dernier d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais. Selon l'armée israélienne, qui ne donne pas de détails, ces 4 soldats d'un même bataillon sont morts hier dimanche. En Haïti, pour terminer, au moins 184 personnes tuées ce week-end dans des violences attribuées à un gang de Port-au-Prince. Des chiffres fournis ce matin par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme lors d'une conférence de presse à Genève. Selon Volker Turk, ces derniers meurtres portent le bilan des morts en Haïti cette année à 5000 victimes. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous ferons le point sur la lutte contre la corruption au Sénégal. Prétexte la journée internationale contre la corruption marquée partout dans le monde. Nous en débattrons avec nos deux intervenants du jour. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice, et Abdelaziz Diop, membre du Forum civil. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Malal Junior Gagne. Bonjour. Bonjour Suleiman. Incident au stade Maître Abdoulaye Wade. Le Jaraaf n'exclut pas de porter plainte contre l'USM Alger. Avec des supporters algériens qui étaient au nombre de 150, ils ont créé des situations de panique, de désordre et de dégradation de biens appartenant à autrui à l'occasion de la rencontre Jaraaf contre USM Alger, match qui s'est soldé par un score nul et vierge. Ce matin, la CAF a sorti un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête et le Jaraaf n'exclut pas de porter plainte contre le club algérien. Youssou Dial, président de la section football du Jaraaf. Ceux qui étaient au stade ont tous vu que c'est ceux qui ont l'habitude d'organiser les matchs de l'équipe nationale du Sénégal
Sénégal qui étaient tous sur le pont pour que ce match-là se déroule dans les meilleures conditions possibles. L'équipe algérienne a été accueillie ici dans les meilleures conditions. On a mis à disposition tout ce qu'il fallait. Ils nous ont même félicité lors de la réunion technique. Et vous avez vu aussi pendant le match, donc tout s'est bien passé, mais malheureusement, les 150 supporters de l'USM Alger qui étaient là n'ont pas respecté en fait donc les consignes. Déjà, l'emplacement qui leur avait été réservé, ils ont refusé donc de rester sur cet emplacement. Pendant tout le match, vous avez vu, ils ont pu faire entrer des fumigènes, donc des pétards, et ils avaient dissimulé ça en fait donc dans des béquilles pour le faire rentrer donc dans le stade. À chaque fois en fait que les forces de l'ordre ont voulu les mettre au calme, ils se sont battus avec donc les forces de l'ordre, et ça je pense que tout le monde a vu ces images-là. Ça s'est continué pendant tout le match avec des provocations. Il y a même eu des forces de l'ordre qui ont été blessées par les supporters algériens. Et à la fin du match aussi, donc c'était la même chose, et ça s'est empiré. Et ils ont provoqué certains supporters, spectateurs qui étaient là. Et ils ont continué aussi à se battre avec donc, les forces de l'ordre. Et ils ont même eu à dégrader en fait donc des box, des panolettes. Et je pense que dans ce genre de situation, c'est normal que la CAF ouvre une enquête. Est-ce que vous allez porter plainte contre ces supporters? Ah oui, donc ça c'est quelque chose que nous envisageons. Maintenant, on va en discuter en bureau et puis on va discuter aussi avec nos conseillers pour voir en fait qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Le football en Europe, la suite et fin de la 15e journée du championnat anglais. West Ham joue contre l'équipe de Wolverhampton aujourd'hui. Le podium est dirigé par Liverpool, Chelsea et Arsenal. Basketball, l'AS Ville de Dakar garde le tempo. Dans les championnats d'Afrique des clubs champions chez les dames, les champions du Sénégal ont réussi à remporter leur deuxième match hier 81-50 devant l'équipe des Queens du Nigeria. Comment analyser le jeu produit par l'AS Ville de Dakar en deux sorties? Amadou Diabeley, coach de l'US Basket donc des Parcelles, a analysé le jeu des filles de Moustapha Gaye. Je vois une très bonne équipe de la Ville de Dakar. Et j'ai vu qu'il y a eu une pression vraiment forte par rapport à l'ouverture du premier match, ce qui a pesé sur les filles. Et j'ai vu aussi une équipe de la Ville de Dakar qui était beaucoup trop lourde dans le terrain. Et aussi, il faut voir aussi qu'il y a eu beaucoup trop de changements par rapport aux 12 qui jouaient la fois passée. Donc, il n'y a pas eu trop de cohésion par rapport à l'ancienne équipe qui jouait le championnat et cette équipe. Mais bon, ils se sont relevés. Ils ont fait un très bon match, ils ont fini très bien le match et puis ils ont très bien fait quand même. Vous voyez cette équipe aller jusqu'au bout du tournoi? Bien sûr. Parce qu'avec le deuxième match, on voit qu'ils ont pris leur marque. Et il y a les filles qui sont très bien jouées, qui se sont très bien défendues. Et avec l'apport de Fatou Diagne, ça a été une très bonne chose quand même. Qu'est-ce qu'il faut changer? L'arrivée de Fatou Diagne, ça a été vraiment fluctuant. La meneuse américaine là, elle est trop lourde. Et les filles, déjà, ils ont l'habitude de jouer très vite. Donc à chaque fois qu'elle vient, on voit que le jeu devient beaucoup plus lent. C'est pas le style de jeu de la Ville de Dakar. Je vois qu'avec un peu d'agressivité et un peu de cohésion, ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller au programme pour l'après-midi. Aujourd'hui, 15h, l'équipe de REC du Rwanda joue contre Mako Memo. Et à 18h, la Jeanne d'Arc de Dakar, autre équipe sénégalaise, défiera l'équipe de Ferro Viaro de Maputo. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, partout, tout le temps. Revenons sur la visite du chef de l'État à Doha, au Qatar. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rencontré des hommes d'affaires, parmi eux Jared Cohen, président de Goldman Sachs Institute et par ailleurs chargé des affaires globales de la banque d'investissement, une banque établie à New York dont la réputation n'est pas très bonne. Selon un communiqué de la présidence de la République du Sénégal, les sujets abordés concernaient les opportunités d'investissement dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Que peut apporter cette banque au Sénégal? Quelles conséquences pour notre pays si l'on décide de collaborer avec Goldman Sachs? Famadian. D'abord, une petite présentation de Goldman Sachs Institute. Il s'agit d'une des plus grandes banques au monde. C'est une banque d'investissement créée en 1869 dont le siège se trouve à New York, aux États-Unis. À plusieurs reprises, Goldman Sachs a été cité pour ses pratiques peu orthodoxes. Récemment, elle a été condamnée pour avoir trompé ses clients pour servir ses intérêts. Pour Seydina Alioune Ndiaye, économiste, Goldman Sachs n'est pas un enfant de cœur.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes banques internationales, c'est pas des maisons de philanthropie. Donc elles sont là pour faire du bénéfice, de la rentabilité, du cash flow et aussi des marges. Maintenant, c'est à l'État du Sénégal de s'entourer des meilleures compétences en termes de négociation, en termes de screening, des process, en termes de due diligence, pour s'assurer que justement les modalités de collaboration sont bénéfiques pour le peuple sénégalais. Mais en tout état de cause, il n'y a pas à s'alarmer outre mesure d'une collaboration d'un État comme le Sénégal avec des grandes banques internationales, parce que l'enjeu actuellement, c'est de voir comment restructurer la dette de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, l'économie sénégalaise est en crise, d'où l'intérêt du pays de se tourner vers les plus grands gestionnaires d'actifs, selon notre économiste. Techniquement, c'est un pays qui est presque en faillite. Maintenant, il faut voir les moyens et les modalités de restructurer la dette, d'avoir peut-être une dette un peu plus longue, des taux plus concessionnels, avoir un rachat, entre guillemets, de la dette, pour essayer d'alléger un peu les charges financières du service de la dette et ainsi pouvoir financer les différents projets sur lesquels le nouveau régime a été élu. Dans le cadre du forum de Doha, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a rencontré des investisseurs, parmi lesquels Jared Cohen, président de Goldman Sachs Institute. Pour Sedena Lundiaï, si le Sénégal décide de collaborer avec cette banque pour la mise en œuvre de la vision 2050, il faudra bien négocier. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cambérène, Thiaroye et Touglou. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Autoroute de l'avenir et ses stickers Rapido vous offre votre revue de presse. La presse de ce lundi 9 décembre 2024, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Rencontre Diomaye Karim Wade, manœuvre à Doha. Une poignée de main qui intrigue Bichon d'un trait Walfadri. Qu'est-ce que Bassirou Diomaye et Karim Wade se sont dit au cours de leur entrevue au Qatar? Le Qatar où a élu domicile le fils de Laye Wade depuis qu'il a été élargi de prison. Voilà bientôt une décennie. C'était en 2016. En tous les cas, les deux hommes se sont parlé et se sont vus. Le mandat se demande ce que mijotent les deux qui posent fièrement à la une de tous les journaux. Point Actu répond. C'est une rencontre et 1000 questions. Le président Faye cherche à attirer les investisseurs qataris à travers Karim Wade. Une équation à 138 milliards. Et la question qui suit, que va dire Mimi Touré de ces retrouvailles? Quelle sera la posture d'Ousmane Sonko avec ce rapprochement, se demande public? Au-delà de ces dessins flous d'une audience, là se pointe la situation économique de notre pays. L'Obs note sans attendre que derrière l'image, il y a l'impressionnant fonds qatari. C'est ce magot que lorgne le président Faye. Au forum de Doha, Diomaye a prévenu le Sénégal n'est la chasse gardée de personne. Au forum donc de Doha, Diomaye a charmé les investisseurs, relève Vox Populi. Nous sommes ouverts à tous les autres pays. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire du Sénégal, a soutenu le président sénégalais. Enquête le journal, lui note que durant 2 jours, Diomaye va tenter de travailler au corps les investisseurs. Le président a évoqué des sujets liés à l'attractivité du Sénégal. Des sujets politiques ont été également évoqués. Titre du journal Le Quotidien, Diomaye joue au golf. Il compte sur les fonds souverains arabes pour financer sa vision 2050. Commentaire de sucré salé du quotidien, souverainisme et affaires. Être souverainiste n'est pas contraire à choyer ses amitiés. La preuve, à leur arrivée aux affaires, les nôtres des souverainistes ont voulu regarder du côté de leurs semblables à Bamako, Niamey et Ouaga. Mais ils se sont vite rendus compte que 4 pauvretés ne faisaient pas une prospérité. Et comme ils hésitent et encore à se rendre vers les froids pays du capitalisme conquérant, eh bien ils se tournent vers ceux qu'ils veulent regarder comme des frères en religion, entendant leur sébile. Ils se rendront vite compte que comme au temps de la traite négrière, les Arabes ne promeuvent pas l'islam quand il s'agit d'argent. Fin de citation. La mort tragique d'un des gardes-corps de Barthélémy Diaz en prison. Sans lui, après des douleurs en prison, Bassirou Diop a été transféré à l'hôpital où il a succombé. Samedi dernier, relève Vox Populi, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête et une autopsie du corps. Selon Barthélémy Diaz, Bassirou a été torturé. C'est le résultat d'un acharnement contre un homme qui défend la démocratie
diplomatie et la justice sociale. Bassirou est la deuxième victime de cette injustice après le père de notre agent qui venait soutenir son fils. Ces décès symbolisent selon Barthélémy le coût humain inacceptable de la dérive autoritaire du régime Diomaye Faye. Là, ça parle des suites et parfums du déboire de Barthélémy Diaz. Oui, un de ses agents de sécurité vient donc de perdre la vie dans les geôles du régime. Barthélémy Diaz et sa radiation à l'Assemblée nationale. Dans Tribune, Bougane soutient que la résistance face à la tyrannie est un devoir. L'Obs qui se penche sur les relations entre Barthélémy et Sonko parle d'histoire tumultueuse entre les deux. Le journal note que la mort en prison d'un de ses gardes du corps enlaidit davantage la relation. Sur ça, note qu'en tous les cas, l'avenir de Barthélémy à la mairie de Dakar est entre les mains de Bassirou Diomaye Faye. Une simple signature et c'est fini. Plus de mairie et plus d'écharpe, donc de député, vous le savez. Il n'en a plus depuis qu'il a été renvoyé. Dans le journal sur ça, affaire Samuel Sarr, rebondissement, le magistrat instructeur a demandé une expertise pour vérifier si les charges d'abus de biens sociaux qui pèsent sur l'ancien ministre sous le régime de Maître Abdoulaye Wade sont établies. L'ordonnance date du 5 décembre dernier. La demande d'une expertise par le juge est une manière d'éclairer sa lanterne sur les charges visées contre Samuel Sarr, à qui il est reproché très exactement d'avoir détourné la somme de 8 milliards 170 millions de francs CFA. Et puis Bachar el-Assad déchu, c'est en Syrie, il a été chassé par des rebelles. Le journal Le Soleil note que le président emporte dans sa chute une pièce maîtresse pour l'Iran. Bachar el-Assad et sa famille sont à Moscou selon la presse russe. À lire dans le journal Le Soleil. Bonne nuit à tous. Depuis le 1er octobre 2024, seuls les stickers Rapido sont désormais disponibles dans les espaces clients Rapido de Cameroun, Thiaroye et Touglow. Fiable et gratuit, il vous permet de passer plus vite en voie automatique. Optez dès maintenant pour les stickers Rapido et bénéficiez d'une expérience client en tout confort et rapide à chaque passage dans nos voies automatiques. Le stickers Rapido, la solution pour gagner du temps. Autoroute de l'avenir et ses stickers Rapido vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h40. Point de vue aujourd'hui sur la corruption au Sénégal. Comme vous le savez, la journée internationale contre la corruption est marquée aujourd'hui partout dans le monde. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice. M. Gueye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Abdoul Aziz Diop. M. Diop, membre du Forum civil. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Alors, Abdoul Aziz, je reste avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Le Forum civil, si je ne m'abuse, est le chapitre sénégalais de Transparency International qui produit régulièrement un classement des pays selon l'indice de corruption. Peut-être un petit instantané sur la situation de la corruption au Sénégal, avec vous. Merci beaucoup, Suleiman. Comme vous l'avez dit, là, le Forum civil est un des de la bonne gouvernance et de la corruption et section sénégalaise de TI. Notre cœur de métier, c'est surtout la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les délits connexes. Pour le cas du Sénégal, juste peut-être quelques points repères. Le Sénégal est dans la zone rouge depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans. Mais pour point de départ, en 2012, le Sénégal était à 36 points sur 100. Parce que l'indice de perception de la corruption, il y a autant d'outils. Le paramètre, l'indice est de 0 à 50. Les pays sont classés. Les pays qui sont entre 0 et 50 sont dans la zone rouge. C'est des pays vraiment où la corruption s'est bien installée dans tous les secteurs. Les pays qui dépassent 50 jusqu'à 100, ils sortent de la zone rouge. Ils sont un peu dans la zone intègre, si on peut dire ainsi. Mais pour le cas du Sénégal, en 2012, nous étions à 36 points sur 100. Mais en 2012, avec l'alternance, quand il y a eu déjà la CREI, ensuite l'OFNAC, nous avons fait un bond de 5 points, le Sénégal. 5 points qui n'étaient pas négligeables du tout, pour aller jusqu'à 41 points. Ensuite, il y a eu des progressions, 43 points, 44 jusqu'à 45 points en 2016. Mais ensuite, le Sénégal s'est stagné. Le Sénégal a stagné sur cette zone rouge à 45 points. Mais en 2023, pour prendre le dernier IPC, le Sénégal a régressé. On est à 43 points sur 100. Cela veut dire que nous sommes toujours dans la zone rouge. Mais le Sénégal est classé premier pays dans la zone UEMOA. Il y a d'autres pays qui sont au-devant, comme le Cap-Vert, le Rwanda, des pays africains qui vraiment sortent du lot. Mais si on prend même le niveau mondial, c'est les pays nordiques
surtout la Suède, la Finlande, qui sont vraiment au devant de la scène. Mais pour le cas du Sénégal, nous sommes toujours dans cette zone rouge, malgré tout. Dans le ventre mou du classement, avec une certaine stagnation, sauf la régression de cette année. Le classement importe peu, c'est le score qui est important ici. N'est-ce pas? Le pays peut être classé 8e ou 12e, mais c'est le score, entre l'intervalle, entre 0,50 ou 50 jusqu'à 100 points. Merci Abdelaziz Diop pour ce point, disons, qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Je signale également que dans ces rapports, l'OFNAC établit également une petite enquête de perception de la corruption. Et pour autant que je me rappelle, le constat a été également une certaine stagnation et un classement mitigé, disons, une perception assez forte de la corruption au Sénégal. Ce qui m'amène à introduire M. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice. Quelles sont les actions qui sont menées pour lutter contre ce fléau dont il n'est pas nécessaire de revenir sur les conséquences économiques et sociales sur le Sénégal? Merci beaucoup pour votre question. Je pense que dès l'accès au pouvoir du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc il s'est mis très rapidement pour écrire ce qu'on appelle un référentiel via le Premier ministre. Et dans ce référentiel, vous savez que l'axe le plus important, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance et l'intégration africaine. Et dans la bonne gouvernance... Les racines du baobab. Exactement. Donc les racines du baobab qui est incontournable pour arroser l'ensemble, pour alimenter l'ensemble du pays. Et dans ces racines du baobab, il y a ce qu'on appelle la bonne gouvernance, mais aussi ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans parler de la lutte contre la corruption. Donc son Excellence était conscient, raison pour laquelle ça c'est l'axe le plus prioritaire. Vous savez que le président est conscient que depuis de 2016 à 2023, on avait eu un redressement de 2 points. Maintenant, le but est de viser, de relever la note, au moins de dépasser dans les 50% très rapidement. C'est pourquoi le président de la République a instruit l'ensemble du gouvernement à renforcer tous les mécanismes pour lutter contre la corruption. Sur ce, on va faire ce qu'on appelle le renforcement de la transparence grâce à la technologie. Si on parle de renforcement de la transparence, il faut sous-entendre ce qu'on appelle la digitalisation des services publics, le blockchain pour les marchés publics, l'application des dénonciations anonymes. Mais aussi, il y a un autre volet qu'on appelle promouvoir l'intégralité dès le plus jeune âge, ce qu'on appelle la formation, la sensibilisation. Parce que la corruption, c'est un comportement. Et ce comportement-là, on doit sensibiliser tous les citoyens. Mais aussi, c'est ce qu'on appelle aussi encourager l'implication des citoyens. Parce qu'une fois que les citoyens sont impliqués, cela permet de lutter très facilement contre la corruption. Et dans l'implication, vous avez ce qu'on appelle le budget participatif, vous avez ce qu'on appelle l'observatoire citoyen, mais aussi également ce qu'on appelle des jeux de simulation, organiser des ateliers interactifs ou des jeux pour aider les citoyens à comprendre les conséquences de la corruption, mais aussi les mécanismes pour les combattre. Mais aussi, il faut mettre l'accent sur la culture organisationnelle. Qui parle de culture organisationnelle va parler de ce qu'on appelle code de conduite strict. On va parler de ce qu'on appelle récompense pour le comportement éthique. Mais aussi, il faut exploiter l'intelligence artificielle et les données. Et sur ce, on va aussi renforcer ce qu'on appelle les sanctions et la justice. Vous savez que si on renforce les sanctions, autrement dit, celui qui fait la corruption et celui qui accepte la corruption, on va les sanctionner, mais plus souvent, on va essayer de mettre l'accent sur l'agent public. Un agent public qui accepte la corruption peut être relevé de ses fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle renforcer la justice. Mais aussi, oui, on va soutenir aussi ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Vous savez que le président de la République est très engagé à lutter contre la corruption. C'est pourquoi nous, on avait initié ce qu'on appelle la loi sur l'accès à l'information. Et cette loi va bientôt être sur la place publique. Mais aussi, on va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. C'est les lanceurs d'alerte qui nous permettent de signaler
ces cas de corruption partout dans le Sénégal. Bien sûr, on aura un préjugé favorable pour les nouvelles autorités qui viennent de s'installer, mais Abdoulaziz Diop, beaucoup parmi les stratégies qui viennent d'être présentées ne datent pas d'aujourd'hui. Les anciens régimes ont annoncé toutes ces lois, tous ces dispositifs, la digitalisation jusqu'à présent. Pour quels résultats sur le terrain, d'après vous, et quelles sont les propositions additionnelles ou complémentaires que des organisations telles que la vôtre mettent sur la table? Affirmatif, Souleymane. Il y a eu beaucoup de mesures de réformes qui ont été prises. Il faut en citer quelques-unes. Par exemple, l'adhésion du Sénégal à l'ITE dans le secteur extractif, surtout avec l'exigence 2.5 de la norme ITE pour combattre les flux financiers illicites, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, la concussion et même le pantouflage. Et même l'OFNAC aussi qui a été renforcé dans ses pouvoirs. L'OFNAC qui passe maintenant d'une obligation de transmission. Ce qui nous a valu de sortir de la liste grise, entre autres mesures, du GAFI. Avec l'OFNAC aussi, par exemple, la CENTIF transmettait directement ses rapports au procureur. Mais pour l'OFNAC, il y avait un peu ce vide. Ce goulot d'étranglement. L'OFNAC n'avait pas ses prérogatives de poursuite. Maintenant, l'OFNAC peut passer d'une obligation à une obligation de poursuite. On parle même de garde à vue. Donc je pense que c'est autant de mesures qui ont été prises. Au-delà de cela aussi, comme je l'ai dit, il y a les réformes qui ont été amorcées dans beaucoup de secteurs de la stratégie nationale pour la lutte contre la corruption. Mais il ne s'agit pas de slogans. Je pense qu'il faut des mesures concrètes. L'État à lui seul ne peut pas lutter contre la corruption. Il faut combiner les mesures préventives et les mesures répressives. Depuis 2016, le Forum civil avait proposé un plan de sortie de crise, un plan quinquennal, CVC 2021, pour sortir de la zone rouge. Parce qu'il y avait beaucoup d'efforts qui ont été pris par les ONG, par les religieux, par la presse, mais malheureusement, le Sénégal toujours stagne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il urge quand même d'aller vraiment vers des mesures préventives et des mesures répressives, mais surtout aller vers des réformes plus hardies. En quoi faisant? D'abord, une loi sur les conflits d'intérêts de portée générale. Le Sénégal n'en dispose pas. Interdire aussi à ceux qui sont dans les régies financières, surtout les directeurs généraux, de faire de la politique. Parce qu'il n'y a pas de loi sur le financement des partis politiques. Et on a vu que les secteurs les plus corruptogènes, Souleymane, c'est les régies financières, la santé, l'éducation, comme les autres secteurs. Tous les secteurs sont corruptogènes. Mais aujourd'hui, au Sénégal, qui sont les plus riches, quand je dis plus riches, quand on dit que l'État est le lieu du repas, c'est surtout ceux qui sont dans ces régies financières ou ceux qui font de la politique. Donc ça montre que la corruption aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de l'ornière. Il y a autant de vœux pieux, autant de slogans, mais il faudrait vraiment un plan concerté entre tous les acteurs, État, secteur privé, société civile, presse, ONG, même les religieux, et aussi décentraliser l'OFNAC. L'OFNAC doit avoir des déclinaisons au niveau des régions. L'OFNAC est au niveau central. Il y a beaucoup de... Et puis évaluer aussi les moyens qui ont été mis à la disposition de l'OFNAC depuis sa création. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Logique de moyens, logique de résultats. Beaucoup de propositions, on comprend qu'il y en a beaucoup à tous les niveaux, au niveau de la fonction publique, de l'administration, mais il n'y a pas que l'administration, une nouvelle tendance, et l'entrée en politique aussi des hommes et des femmes d'affaires, c'est quelque chose à examiner. Alors, dernière question, Alassane Gueye, la lutte contre la corruption et cette journée se passe dans un contexte de reddition des comptes, et vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de sanctionner à titre d'exemple pour lutter contre ce phénomène. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Merci. Donc mon collaborateur a parlé tout à l'heure de l'implication des religieux. Vous savez que nous, la direction de la promotion de la bonne gouvernance, on vient de boucler une tournée nationale qui a touché tous les foyers religieux au Sénégal. Et dans cette tournée, on a expliqué ce qu'on appelle la stratégie nationale de la bonne gouvernance. Et dans cette stratégie, il y a ce qu'on appelle un système de management anticorruption. Effectivement, les chefs religieux ont tous apprécié l'acte, ont tous apprécié la démarche de les impliquer. Et pendant la rédaction même de cette stratégie, ils vont même envoyer des représentants pour vous dire que le gouvernement est sur la bonne voie donc d'éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Revenons à votre question sur la justice par rapport à la reddition des comptes. Vous savez que nous, au niveau de la justice, on peut ne pas parler de reddition des comptes dans les médias parce que on a un ministre qui n'est pas politique.
on a un ministre qui, de toutes les façons, en résumé, c'est un sujet dont on n'est pas à l'aise à parler dans les médias. Par contre, on laisse la justice faire son travail et le nécessaire sera fait au moment venu. N'est-ce pas? Ce sera le dernier mot. Merci. Merci à tous les deux. Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice, et Abdelaziz Diop, membre du Forum civil. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h53. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Salimata Aou, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Aliou Ba et Amadi Ndiaye. À 13h, retrouvez El Haj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.